Bonjour à tous, bienvenue aux Rencontres Université Entreprises 2013 et à cette première matinée sur le village recherche et innovation consacrée aux plateformes de recherche, TGIR, enfin bon, on va voir un petit peu tout ce que recouvre ce terme de plateforme et d'infrastructure. L'atelier étant évidemment orienté plutôt vers la recherche de l'équilibre économique des plateformes de recherche. Pour cela, il y a toute une série d'ateliers qui vont se dérouler et on va attaquer tout de suite, si vous le voulez bien, avec le premier. Où là, on va quand même poser la problématique du modèle économique. Comment les plateformes peuvent-elles estimer un juste prix de leurs prestations? Et pour nous en parler, nous accueillons donc Jean-Pierre Caminade, qui est à la mission infrastructure de recherche à la DGRI, Direction générale pour la recherche et l'innovation du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, et Nick Landreau, qui est conseil en stratégie et opération au cabinet Mazars, un cabinet qui, nous dira-t-il, est intervenu un petit peu sur ces questions. Voilà. Bon, peut-être tout de suite, Jean-Pierre Caminade, plateforme de recherche, qu'est-ce que ça recouvre exactement? Parce que je me disais comme ça, si on devait en 30 minutes résoudre le problème du modèle économique d'ITER, ça serait peut-être, bon, voilà, ça serait peut-être un peu ambitieux. Ça serait difficile en effet. Bonjour à tous. Oui, je pense qu'il faut peut-être commencer par vous dresser le panorama des infrastructures de recherche. Qu'est-ce qu'on appelle infrastructure? Qu'est-ce qu'on appelle organisation internationale? Qu'est-ce qu'on appelle plateforme économique? Qu'est-ce qu'on appelle plateforme d'essai, plateau d'essai? Je crois qu'il faut établir un peu ce continuum, partir des grandes organisations internationales comme le CERN, ou le MBL, le laboratoire de biologie moléculaire européen, et puis ensuite descendre, je dirais, aux très grandes infrastructures de recherche, ce qu'on appelle les TGIR au ministère de la Recherche, qui sont des grandes infrastructures de recherche à vocation, enfin nationale bien sûr, mais à vocation internationale. Et avec, je dirais, en dessus, dans le continuum, si on descend, il y a des infrastructures de recherche dans lesquelles vous trouverez les plateformes de biotech dont on parlera beaucoup aujourd'hui au sein de nos ateliers. Et puis après, je dirais, il y a les plateformes techniques des centres d'études, des centres techniques que nous trouvons répartis dans toute la France. Donc c'est un continuum, les infrastructures de recherche. Et le rôle de l'État dans ce continuum, c'est d'en faire un peu l'inventaire, de veiller à son homogénéité, de veiller aussi je dirais, à l'engagement financier que ça représente. Il ne faut pas oublier que l'ensemble des très grandes... Ça se chiffre à combien à peu près sur la France? L'ensemble des très grandes infrastructures de recherche et des infrastructures de recherche qui en représentent à peu près 45 et 18, ça fait aujourd'hui dans la feuille de route nationale, on est donc à 63, ça représente 650 millions d'euros d'investissement, enfin, à la fois d'investissement et de fonctionnement par an, en coût complet sur l'ensemble de ces infrastructures. Je ne vous compte pas en plus, je ne vous mets pas ce qu'on appelle les démos, les démonstrateurs, et là effectivement le plus beau, vous en avez parlé, c'est ITER, ça c'est hors de ce budget. Là on est vraiment dans les infrastructures de recherche. L'ensemble de ces infrastructures a d'ailleurs fait l'objet de l'édition d'un document de stratégie nationale d'infrastructure de recherche 2012-2020 qui est chargeable sur le site du ministère de la Recherche, où vous aurez l'intégralité de la liste de ce qu'on appelle les organisations internationales, les TGIR, les IR, sont dans ce document. Vous aurez même expliqué leur prolongement européen, parce que la plupart d'entre elles ont un prolongement européen, c'est-à-dire qu'elles font partie d'un réseau, elles font partie de plateformes à l'échelle européenne, et nous veillons à ce que les intérêts de la France soient justement pris au bon niveau dans ce genre de jeu européen, qui des fois, bon, ça s'émine un peu à du poker, il faut le reconnaître.
Voilà. Et au départ, si je comprends bien, une plateforme, une infrastructure, c'est un objet au service de la recherche, hein. Donc j'imagine que l'essentiel du financement, c'est du financement public, hein. Alors, dans ce continuum, je dirais, c'est un peu la caractéristique. Finalement, le critère financement est une caractéristique. Dans ce continuum, en termes d'organisation internationale, là, c'est strictement public. Le CERN, hein, chaque année, nous faisons un chèque de 160 millions d'euros au CERN, avec des retours sur la France qui sont au-dessus de ce versement, qui sont très intéressants. Mais ensuite, évidemment, plus vous rapprochez les plateformes techniques, je dirais, de centres techniques, plus vous avez une part importante d'autofinancement sur la base de prestations ou de partenariats qui sont établis entre les académiques et les industriels. Et tout ça, c'est une gradation qui descend tout doucement. L'étude dont on va parler ce matin, dans quelques minutes, a porté sur les TGIR, effectivement les très grandes infrastructures de recherche qui sont un peu où le mode de financement aujourd'hui, là je vois mon ancien collègue Philippe Deblay qui est dans la salle, il ne me contredira pas, où effectivement les industriels ne représentent qu'une faible part aujourd'hui de financement dans ces TGIR, qui sont majoritairement sur fonds publics. D'accord, c'est une question que je me posais. Au fond, est-ce que tous les types d'infrastructures sont adaptés à avoir des relations avec le monde industriel? Elles sont toutes adaptées à avoir des relations avec le monde industriel. Ce qu'il y a, c'est que quand on s'appelle le CERN, on ne trouve pas d'utilisateur industriel du CERN, c'est très clair. Par contre, il y a au CERN une cellule de transfert technologique très active sur tout ce qui est l'amont des technologies mises au point pour les composants, pour les grands appareils, les grands appareils du CERN. Et c'est ces transferts technologiques ce que les sociologues de l'innovation appellent la sérendipité, sont positionnés sur ce créneau-là. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on va descendre dans le continuum et qu'on va arriver on va progresser dans ce continuum, arriver aux plateformes technologiques, c'est vrai que là, on sera plutôt sur des utilisateurs. Là, le transfert de technologie ou l'innovation se fera plutôt au niveau des utilisateurs et de moins en moins sur l'outil lui-même. Parce que dans une plateforme technologique, vous arriverez à avoir des séquenceurs, vous aurez des choses comme ça où effectivement il y a des progrès à faire sur les séquenceurs, mais c'est quand même pas, on vient pas dans la plateforme parce qu'on a la pointe, on a la pointe de l'instrument. Alors que sur un TGIR, par exemple comme Soleil ou comme les champs magnétiques intenses, on y va parce qu'on est sûr d'avoir l'outil de mesure qui est à la pointe de la technologie au moment donné et qui est en concurrence avec ses partenaires européens. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui amène, au fond, l'État, si j'ai bien compris, disons, à inciter les plateformes à se rapprocher du monde économique? C'est quoi? C'est un souci de financement? Je pense que c'est la période qui est quand même un petit peu bien sûr, contrainte. Bien sûr. Donc c'est à la fois. C'est des coûts qui explosent aussi. Je pense que c'est aussi une volonté d'ouverture. Nous pensons que les très grandes infrastructures de recherche ont besoin de s'ouvrir sur le monde industriel parce qu'elles ont besoin également de se professionnaliser. Il est clair que dans le continuum dont je vous parlais, quand on s'adresse aux gens des plateformes technologiques, vous avez maintenant affaire à des professionnels en face de vous, à des gens qui sont capables de savoir ce que c'est qu'un service, qui sont capables de le chiffrer, de le cibler, de vous dire voilà le service amont, voilà le service dans la plateforme, le service aval, la gestion de données et la préparation des données. La production de données, ça c'est quelque chose d'important. Bon, sur les TGIR, c'est vrai qu'on se rapproche du monde académique et on n'a peut-être pas encore cette démarche d'écoute client. On a une écoute chercheur qui est très forte, mais on a aussi une écoute client. Alors tout le monde progresse parce que même les chercheurs sont devenus très exigeants pour les très grandes infrastructures de recherche. Maintenant, vous ne pouvez plus dire à un chercheur, cet après-midi, il n'y aura pas de faisceau, donc on ne fera rien du tout parce qu'on a eu un problème, on n'a pas produit de faisceau, ce n'est pas possible de réaliser l'expérience parce que le chercheur, le soir, il reprend son avion pour Marseille et il vous explique que non, pas du tout, il a une conférence le lendemain. Lui aussi, il est aussi exigeant en matière de qualité, de prestation, de fiabilité que pourrait l'être un industriel. D'accord, d'accord. Nick Landreau, on va peut-être parler de la manière dont votre cabinet est intervenu pour aider justement à établir des modèles de coûts, de tarification, de calcul du prix en fait. Dans quel contexte ça s'est fait? Donc en fait, en septembre 2011, la DGME, qui est devenue le SGMAP, donc au sein du ministère des Finances, et le MESR,
ont commandé au sein de Mazars, en fait, une étude sur le développement des ressources propres, des TGIR. Donc on parle effectivement uniquement pour l'instant des TGIR. Donc on a fait l'expérimentation sur 20 TGIR relevant du périmètre ministériel. Il s'agissait au sein de 3 volets de, premièrement, bien connaître les coûts complets des TGIR, deuxièmement, d'identifier des axes de développement des ressources propres des TGIR pour améliorer leur relation avec les industriels. Et je pense que pour compléter ce que vient de dire Jean-Pierre sur un des enjeux de ces TGIR, de l'usage de ces TGIR, c'est finalement un formidable outil pour toutes nos entreprises en France et pour améliorer la compétitivité de nos entreprises en France. Et pour améliorer ces relations avec les industriels, il faut bien entendu, dans un premier temps, bien connaître le portefeuille de services de ces TGIR. Et ce portefeuille de services, ça va au-delà de l'expérience scientifique, mais c'est effectivement, comme vous l'avez dit Jean-Pierre, de bien comprendre tous les services connexes, j'allais dire, à l'expérience scientifique que l'on va pouvoir proposer, l'accompagnement qu'on va pouvoir proposer aux industriels, de connaître le coût complet de ce service, le coût complet par activité, et ensuite de pouvoir proposer une grille tarifaire, et dans un troisième temps, de pouvoir comprendre si oui ou non on veut facturer ou pas aux différents usagers. Et je pense qu'il y avait finalement 4 enjeux, pour résumer, il y avait 4 enjeux dans cette étude. Le premier enjeu, c'était une bonne connaissance des coûts complets de toutes les TGIR. Quand on parle de coûts complets, ça va évidemment du budget de fonctionnement, mais aussi de l'investissement, la construction, donc l'amortissement, la notion d'amortissement de la construction de la TGIR et de son démantèlement. Quand je vais vous donner un exemple qui va vous être assez parlant. Vous allez sur la base Concordia dans l'Antarctique, vous avez des bâtiments qui ont été construits sur la base Concordia. Le jour où la base Concordia, vous allez devoir la démanteler, il va falloir rapatrier, bien entendu, tous ces bâtiments sur le continent. Et ça a un coût et qui a été aujourd'hui calculé, en plus, dans un partenariat entre la France et l'Italie. D'accord ? Donc on avait une bonne vision sur cette plateforme Concordia, une bonne vision des coûts français de fonctionnement, de l'investissement initial. Le coût du démantèlement n'avait jamais été évalué. Et puis surtout, on n'avait pas cette vision consolidée entre la France, ce que mettait la France, ce que mettait l'Italie, et finalement, à quoi revenait, quel était le coût pour un scientifique de l'utilisation de ce bâtiment Concordia pour une expérience pendant une semaine. Donc voilà un peu le sujet de l'étude. D'accord. Et est-ce que je peux vous demander quand même quels en ont été les résultats ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils sont disponibles ? Comment finalement les TGIR avec lesquels vous avez travaillé ont pris d'abord votre intervention et puis ce qui la sous-tendait et puis est-ce qu'il y a eu une bonne collaboration, une bonne entente ? Est-ce qu'ils ont bien compris le sens de votre intervention ? Et puis ensuite, les résultats de votre étude, est-ce que d'autres chercheurs peuvent se les procurer, etc. Absolument. Alors effectivement, on avait un parti pris dès le départ de l'étude, c'était de travailler en totale collaboration avec 3 acteurs, le ministère, les organismes de recherche qui finalement coordonnent bon nombre des TGIR et les TGIR elles-mêmes. Donc on a développé cette méthodologie en totale collaboration avec 4 TGIR pilotes qui étaient représentatives des différents domaines scientifiques et représentatives aussi des organismes de recherche. Parce que bon nombre de coûts, finalement, ne sont pas directement identifiables au niveau de la TGIR, mais le sont au niveau de l'organisme de recherche. Donc on devait travailler avec ces 3 acteurs ensemble pour définir la méthodologie. Et cette méthodologie, aujourd'hui, de connaissance des coûts complets, mais aussi de définition du portefeuille de services et du positionnement de la TGIR, puisque Jean-Pierre l'a mentionné, on est quand même dans un domaine assez concurrentiel au niveau international, d'accord ? Des TGIR, alors la France a une excellence scientifique reconnue parmi tous les mondes scientifiques et les industriels internationaux. Cette excellence, elle n'est pas remise en cause, mais il y a des concurrents dans les autres pays, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Et donc, il faut bien savoir, il faut bien comprendre quel est le positionnement concurrentiel de la TGIR, quel est son portefeuille de services et quel est le type aussi de relations que l'on va pouvoir développer avec les industriels. On a défini 3 types de relations que peut développer une TGIR avec un industriel. Il y a une relation dans le co-développement, et là, c'est-à-dire que la TGIR va co-développer l'instrument avec l'industriel, et en termes de compétitivité, c'est un véritable atout pour les industriels. Pourquoi ? Parce que finalement, on leur permet de développer un outil que eux-mêmes, sous certaines conditions, pourront réexploiter. D'accord ? Il y a l'utilisation même des services de la TGIR, c'est-à-dire que la TGIR va proposer un catalogue de services qu'elle va proposer mais aux industriels aussi bien qu'aux académiques.
au ministère, à tout type d'usager. Et puis après, il y a l'expérience ou le service adapté aux besoins de l'industriel. Donc, on a travaillé vraiment et on a développé un guide méthodologique qui est à disposition des infrastructures au sein du ministère, donc sur demande, je suppose, Jean-Pierre. Voilà. Donc, un guide méthodologique, des grilles d'analyse qui vont permettre à chacune des TGIR de mener cette analyse sur 2 volets, le volet des coûts complets et ensuite le volet de développement des relations avec les industriels. D'accord, je vous remercie. Bon, on peut peut-être vous donner la parole, hein, si vous avez des questions. On a prévu un quart d'heure d'échange avec la salle sur chaque atelier, tant qu'à faire. Si vous n'en avez pas, moi j'en ai une qui me vient tout de suite à l'idée. Je me demandais au fond, est-ce qu'il est possible, en fonction des études que vous avez menées, de votre connaissance du parc, si j'ose dire, des infrastructures, est-ce qu'il est possible de déterminer au fond une part optimale, disons, de commercialisation de prestations, de co-développement avec un industriel, enfin, en gros, dans le modèle économique majoritairement public, si j'ai bien compris quand même, des infrastructures de recherche, la part de la collaboration avec les industriels optimale, ça se situerait à peu près autour de combien de pourcents? Est-ce que vous avez la réponse à ce type de question? On a déjà... Merci. On a déjà une première limite. Pour ce qui concerne les TGIR, comme nous sommes dans le domaine public, bon, elles sont exonérées d'impôts, exonérées de taxes. Donc on est quand même sous l'œil vigilant de Bercy qui nous regarde quand même avec précaution et qui nous donne à peu près un seuil de 10%. De 10% maximum de relations de ressources externes, je dirais. Bon, il n'y a pas que Bercy. Quand on va en Allemagne, quand on va en Angleterre, les grandes TGIR c'est toujours un peu, ils s'entendent bien, c'est toujours à peu près le même pourcentage. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les partenariats industrie académique. C'est vrai que par exemple, sur certaines très grandes TGIR, on s'est rendu compte que des expériences présentées par des académiques étaient en fait le fruit de partenariats entre académiques et industriels. Ce qui pour nous est une très bonne chose, quelque part. Bon, c'est difficile à dire en termes de statistiques à la fin de l'année, lorsque le ministère vient vous demander quel a été votre impact sur ce que disait Nick, votre impact sur le domaine, sur le monde économique. C'est un peu difficile parce qu'on dit, alors, il y a effectivement les achats des industriels, les achats de faisceaux, les achats de services dans l'année, mais ça représente quelques pourcents, et de toute façon, c'est blindé à 10%, hein, ça ira pas au-delà. Et puis derrière, il y a toutes les collaborations, tous les partenariats des académies qui sont venus et qui sont en partenariat avec des industriels, des partenariats amont avec des industriels. Et là, c'est absolument inchiffrable parce qu'on va pas demander aux gars du CNRS de dénoncer ces contrats, de dire je suis en contrat avec Sanofi ou avec une autre boîte. Et donc ça c'est hors de question. Et donc on est dans un climat donc de collaboration scientifique, on n'est pas dans un climat de délation pour donner des statistiques. Donc c'est un peu délicat. Mais par exemple sur le synchrotron, je me souviens qu'on avait estimé à environ un quart de projets académiques qui étaient en fait le fruit de collaboration avec des industriels, petites PME, grands groupes. Et à la limite, quand on questionne ces grands groupes, on leur dit mais pourquoi vous cherchez à venir dans un modèle académique? Parce qu'un modèle académique, vous êtes obligé de publier vos résultats. L'accès est gratuit, mais vous publiez vos résultats. On en parlera un petit peu. Et les grands groupes nous disaient, mais nous, ça nous intéresse, parce que pour nous, c'est un gage de qualité. Ça veut dire qu'on est avec les bons labos du CNRS, on est avec les bons labos universitaires ou du CEA, on n'est pas avec des tocards, quoi. On est avec des bons. La preuve, c'est que vous-même, vous avez accepté de donner du temps de faisceau, vous avez accepté de donner ce temps précieux, parce que la concurrence est très rude, hein. Je crois qu'on refuse 2 projets sur 3. Donc ça vous donne une idée de la concurrence, une concurrence européenne. Là, on rentre dans un champ de concurrence européen.
Oui, ce qui veut dire, excusez-moi, hein, si vous avez des questions, vous levez bien la main que je vous vois, hein, que je puisse passer le micro, mais je rebondis là-dessus. Ce qui veut dire que la volonté, au fond, en tout cas, d'atteindre ce seuil de 10% de ressources complémentaires, on va dire, Voilà. mais aussi d'ouverture vers des problématiques industrielles, enfin, je veux dire, qui sont aussi enrichissantes pour la recherche fondamentale, ça ne se fait pas au détriment de la sélectivité des projets de recherche. Non, non, pas du Ah, tout. oui. Justement, c'est une alchimie un petit peu où on essaie de rendre compatible effectivement cette ouverture et en même temps cette recherche d'excellence qui nous sont demandées par nos pairs, par les pairs académiques, mais qui sont aussi demandées par les industriels qui travaillent en collaboration avec eux. Oui, bonjour. Bedou Elodie, je représente l'infrastructure Phénomène. Et j'ai une question au sujet justement du calcul de ces coûts. Lorsque les grandes infrastructures ou les infrastructures regroupent des instituts de recherche différents, type le CNRS ou l'INSERM, qui ont des modèles économiques qui sont différents, qu'est-ce que vous pouvez apporter là comme moyen pour faciliter en fait le travail des infrastructures pour homogénéiser et faire une étude de coût qui soit facile, parce que là c'est vraiment compliqué. Alors ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, dans l'étude que nous avons menée, notamment sur les TGIR avec pluriorganismes, on a pris un coût environné. Donc ça parle effectivement, c'est-à-dire que c'est le coût du personnel, et quand le personnel est mis à disposition par un organisme de recherche, c'est tout le coût finalement des administrations, du RH, immobilier, qui sont rattachés, d'accord, à cette personne. Et aujourd'hui, on a pris un coût environné transmis par les organismes de recherche. Donc chaque organisme de recherche a fait son propre calcul et on n'a pas été, nous, dans le cadre de cette étude, on n'a pas remis en cause finalement le chiffre, d'accord, le coefficient multiplicateur transmis par l'organisme de recherche. Mais en revanche, ce sera à un moment, au sein de l'État, une véritable étude, d'accord, pour bien comprendre finalement le CEA. Et les chiffres sont faux, donc ne les retenez pas, mais c'est 1,10, le CNRS c'est 1,15. Pourquoi finalement le CEA fait 1,10 et le CNRS fait un coefficient multiplicateur 1,15, vous voyez? Donc ça, c'est vraiment, il y aura un moment à bien comprendre qu'est-ce qu'on met dans ces coûts environnés et bien mettre à plat. Et surtout, aujourd'hui, c'est un coût environné moyenné toute infrastructure. Or, on s'aperçoit que dans les infrastructures, il y a des fois, on utilise plus ou moins le service de l'organisme de recherche. Donc, next step, j'ai envie de dire. Une autre question? Attendez, je vous apporte le micro. Merci de vous présenter. Oui, bien sûr. Bonjour, Francis Gilbert, vice-président de l'Université de Lille 1. Par rapport aux coûts environnés, est-ce que vous intégrez également les frais structurels, c'est-à-dire une partie des coûts du MESR, par exemple? Et deuxième partie de la question, comment se situe-t-on en termes concurrentiels, ensuite, en prix de marché? Est-ce que vous avez des éléments comparatifs pour nous donner des indicateurs par rapport à cela? Merci. Alors, on a les coûts environnés, comprenez uniquement les coûts qui étaient rattachés au personnel dans les organismes de recherche. Donc on n'a pas été jusqu'à effectivement inclure des coûts du MESR ou du monde de la recherche dans son ensemble, parce que là ça aurait été vraiment assez complexe. Et puis surtout, voilà, on aurait pris des hypothèses, ça voulait plus dire grand-chose en fait. Donc on est resté vraiment sur un coût assez proche de la personne travaillant dans la TGIR. Modulo 1, l'utilisation d'autres TGIR ou d'autres laboratoires d'organismes de recherche travaillant pour une TGIR pour délivrer ce service. D'accord ? Si je prends par exemple une TGIR qui va utiliser du réseau, d'accord, elle va utiliser les services d'autres TGIR, donc le réseau, la fibre optique. Et donc là, on a inclus, d'accord, dans le coût du service de l'autre TGIR. Mais on n'a pas été au-delà. Donc ça, c'est pour répondre effectivement à votre première question. Votre deuxième question sur la comparaison, le benchmark, en fait, avec les autres TGIR. Effectivement, sur les TGIR que nous avons étudiés, nous avons fait un benchmark de prix. Comment est-ce qu'on a fait ce benchmark de prix? On a été interrogé. Donc finalement, le milieu scientifique est un milieu assez... Enfin, tout le monde se connaît. Les scientifiques, les laboratoires utilisent
finalement, toutes les TGIR de leur domaine scientifique ont une bonne connaissance des autres TGIR. Donc, sont capables de donner le prix, d'accord, des différentes TGIR et de positionner la TGIR sur différents critères. Et nous, on a interrogé les scientifiques, mais aussi les industriels, donc tous les utilisateurs potentiels de TGIR, sur 5 critères. La disponibilité, l'excellence scientifique. Donc la disponibilité, c'est la disponibilité de l'outil, d'accord. L'excellence scientifique, la capacité de la TGIR à accompagner l'industriel ou le scientifique dans son expérience, le prix et le délai de prestation. D'accord. Et en fait, on leur a demandé de classer les TGIR entre elles et puis aussi de classer effectivement l'importance du critère. Et on s'aperçoit que finalement, aujourd'hui, l'importance pour un industriel, c'est une réponse rapide et c'est un accompagnement. Et le prix arrive en... Alors ça dépend aussi de la complexité, effectivement, de de l'expérience, bien entendu, mais le prix arrive rarement en première position. Là, oui, encore Elodie Bedu pour Phénomène. J'ai une question peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'il y a vraiment de la compétitivité entre les différentes TGIR ou... Oui. Ah oui, je peux vous le dire. Et au niveau européen, elle est féroce. Elle est féroce parce que, comme on l'a dit, sur les TGIR, ce qui est important, c'est l'instrument de pointe que manipule et qu'a mis au point la TGIR. Et nous savons que lorsque des utilisateurs apprennent par exemple, sur les synchrotrons, une ligne de lumière en Italie ou en Allemagne vient d'avoir un nouveau détecteur, eh bien, comme par hasard, dans l'appel à projet qui suivra, il y aura énormément de demandes pour ce nouveau détecteur sur cette ligne de lumière en Italie ou en Allemagne. Et là, je peux vous dire que la ligne de lumière équivalente qui a un détecteur moins bon en France, elle fait un peu la tête et elle ne cherche qu'une chose, c'est à acheter un nouveau détecteur encore plus performant que le détecteur italien ou allemand. Donc la concurrence est très féroce. Pour les prestations vendues à des industriels, ça l'est beaucoup moins. C'est vrai que, comme a dit Nick, ce que cherche beaucoup plus l'industriel, c'est l'accompagnement, le service, la prise en compte de son besoin, le traitement des données également aussi, la façon de sortir ces données, de lui préparer. Ça aussi, c'est beaucoup plus important. La concurrence dont je vous parle, c'est surtout entre académiques de haut niveau dans les grandes TGIR européennes. Bonjour, Jean Salamero, je représente France Bioimaging ici, une infrastructure distribuée. Si on sort du cadre du TGIR et qu'on pense à des infrastructures qui sont plus modestes, voire distribuées, etc., finalement on arrive dans certains cas à avoir des prestations sur ces infrastructures qui peuvent être concurrentielles vis-à-vis de prestations privées. Comment est-ce que vous pouvez analyser ou traiter ça ? Oui, je dirais c'est une sédimentation tout à fait naturelle qui se fait dans la pratique. J'ai eu l'exemple des tables vibrantes dans le passé, où vous avez à Saclay la plus grande table vibrante européenne qui s'appelle Tamaris, qui prend des maquettes de 100 tonnes. Et pas très loin de là, c'est une boîte privée dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, je ne le fais pas exprès, je vous le jure, qui se situe à Vélizy-Villacoublay, qui fait de l'ingénierie sismique pour des composants, soit aéronautiques ou génie civil. Je peux vous dire, ils se téléphonent entre eux. Lorsqu'il y a ils se connaissent très bien, ils sont dans les mêmes réseaux à l'Association française de génie parasismique, les mêmes réseaux corporate, je dirais, de corporations. Eh bien, ils se téléphonent entre eux. Lorsque la boîte de Vélizy a une commande urgente à faire, on passe sur la plateforme de Saclay. Ça se fait absolument naturellement, je dirais. Il n'y a pas de... Et une chose est sûre, c'est que de toute façon, le passage sur la plateforme de Saclay coûtera certainement peut-être moins cher à l'industriel, mais certainement, mais de toute façon, ça sera vraiment exceptionnel, soyons bien d'accord, c'est exceptionnel parce qu'à côté de ça, ils ont un tel programme de recherche académique qui est très lourd, avec des bookings qui sont à plusieurs mois, voire des fois plusieurs années à l'avance, que de toute façon, ça serait vraiment l'occasion qui ferait le larron, le trou, quoi. Voilà, voilà, je crois que ce qui est aussi important, c'est que cette connaissance des coûts complets
permet justement au niveau européen et au niveau légal, de bien sécuriser cet aspect de droit de la concurrence. D'accord ? Donc à partir du moment où vous avez votre connaissance des coûts complets, vous tarifez par rapport à un coût complet au sein de votre infrastructure, déjà là, vous avez franchi un premier pas. D'accord ? Et j'insiste, ce qui est très important aussi, parce que ça a été au début une des grandes craintes finalement des scientifiques, c'était « Ah oui, vous faites une étude sur l'analyse des coûts complets pour pouvoir nous facturer. » D'accord ? On est bien d'accord qu'il y a 3 étapes qui sont totalement différentes. On a besoin de connaître les coûts complets, que chacun les connaisse, les scientifiques aussi, d'accord ? Utiliser une infrastructure de recherche. Si j'avais à payer le coût de l'infrastructure de recherche, voilà combien ça coûterait. Mais c'est totalement différent de j'ai une grille tarifaire et puis après, encore une 3e étape, je facture. Donc ça, il faut bien différencier les 3 étapes et notamment, et la 3e étape est dépendante d'une politique menée au niveau de la TGIR, de l'organisme de recherche et du MESR, de l'État. On reviendra sur cette histoire justement de concurrence parfois jugée déloyale. Enfin, on verra que les plateformes elles-mêmes et la communauté scientifique aussi s'organisent pour, disons, qu'il y ait des bonnes pratiques qui se mettent en place. On verra ça dans une petite heure. Merci encore de votre participation.